Il y a dans l'histoire de grandes années. Des années qui bouleversent le monde tout entier. On pourrait évidemment citer les grandes dates de l'histoire, 1789 ou 476, mais là, je ne vous parle pas d'événements uniques qui marquent l'histoire par leur importance, mais plutôt d'une année qui regroupe tellement de choses cruciales que si on la supprimait, plus rien ne serait comme avant. Je vous parle de l'année 1979. C'est une date à retenir pour le monde arabe et le Moyen-Orient. En une seule année, nous avons la prise de la Mecque par des djihadistes, qui est le prélude du terrorisme international, ou bien l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique qui permit aux Moudjahidines de s'entraîner et qui est le prélude du terrorisme international, ou encore le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la révolution iranienne, qui, en faisant un État islamique, est le prélude du terrorisme international. Oui, encore. Cette révolution s'est suivie d'une guerre idéologique et politique entre deux idées de pensée, le nationalisme arabe, dont on parlera dans la prochaine vidéo, et le nationalisme islamique. Alors, prenez votre plus belle serviette et servez-vous un verre d'arak, et laissez la culture gastronomique irako-iranienne, j'aime beaucoup ce mot, vous transporter avec des plats fameux, comme le kashk badem khan, ou bien le gsi. Au menu, Saddam Hussein, Khomeini et coup d'état. Comme d'habitude, un petit rappel historique des événements. L'Iran est un pays millénaire, bien qu'avant il se faisait appeler Perse. Il fut dominé par de nombreuses puissances comme la Macédoine d'Alexandre le Grand, les Parthes, les Sassanides, etc. Puis, quand il redevint un empire indépendant, il entra dans une longue et douloureuse guerre contre l'empire byzantin, ce qui permit aux musulmans de devenir plus puissants au point d'être anéantis par ces derniers. L'Iran devient donc une puissance musulmane, qui fait partie du califat Omeyyade, puis du califat abbasside, puis du sultanat seljoukide, puis non, on va pas tous les faire quand même. On se téléporte au 19e siècle. Les puissances coloniales grignotent du territoire à l'Iran et les British découvrent du pétrole. Et donc, naturellement, forment une compagnie pétrolière pour extraire le pétrole iranien. L'Iran ne reçoit que 16% des rentes pétrolières, alors que c'est le sien de pétrole. Ce qui crée une forte ingérence étrangère. L'Iran ne prend pas part à la Première Guerre mondiale. Mais la conséquence de celle-ci est la révolution communiste en Russie, qui donne quelques petites idées à certains Iraniens. Pourquoi pas faire notre propre révolution pour renverser le Shah ? C'est le nom du monarque. Les Anglais veulent alors mettre le pays sous protectorat, comme le Canada ou l'Égypte. Mais un fort sentiment nationaliste se fait dans le pays, ce qui fait que les Anglais sont obligés de partir, mais sans toutefois laisser une petite aide à un homme providentiel, Reza Khan. Et oui, j'ai bien dit Khan. Le garde de la famille royale. Cet homme fait un coup d'état en 1921 et fait de nombreuses promesses au peuple. Et il fait déposer le dernier Shah d'une longue dynastie. Il fait de nombreuses réformes, comme l'établissement de nombreuses usines de consommation. En gros, l'Iran s'industrialise et Reza tourne l'Iran vers l'Occident. Création d'écoles, construction de lignes de chemin de fer, interdiction du voile, oui, j'ai bien dit interdiction du voile, interdiction de la polygamie, et toutes ces réformes ont été faites de manière très brutale. Reza Khan n'hésite pas à emprisonner des opposants, limoger des députés qu'il juge incompétents, et censurer la presse. Et pour clôturer tout ce changement, en 1935, il met un dernier clou sur le cercueil de la Perse en changeant le nom officiel de la Perse en Iran. Il juge le nom perse comme bien trop exotique. Et pour contrebalancer l'influence russe et anglaise, il se rapproche de l'Allemagne. Mais quelle bonne idée, dis donc, Jamy! Toujours dans les bons coups, ça! Putain, c'est pas possible, ça! On est marre! C'est pas possible! Ah! Donc, après la Seconde Guerre mondiale, le pétrole iranien est toujours source de convoitise auprès des compagnies occidentales. Mais durant la guerre froide vient cette personne. Bon, ok, il est là depuis la Seconde Guerre mondiale, mais on va rien dire. De plus, c'est ma vidéo. Tu te prends pour qui? Non mais c'est pas possible, voilà. Voilà, je me casse. T'es content? Je me casse. Voilà. Non mais c'est pas possible ça. C'est pas possible. Donc, Reza Shah va, comme son papounet, faire des réformes pro-Occident, ce qui, dans un pays plutôt traditionnel, ne passe pas vraiment. Hein. Et le régime va devenir de plus en plus autoritaire. Ces réformes sont droit de vote des femmes, nationalisation des forêts, alphabétisation, etc. Mais ce qui ne va pas plaire, c'est une réforme agraire qui, certes, avantage le peuple, mais qui désavantage le clergé et les chefs de tribu. Un certain Khomeini va alors émerger comme contestataire religieux, disant que seul Dieu peut choisir qui va diriger le pays. Khomeini va se faire expulser 2 fois et la Savak, qui sont les services secrets du Shah, va assassiner son fils et va répandre de fausses rumeurs sur lui. Ce qui est le point de basculement. Le peuple va alors sortir manifester. Le 8 septembre 1978, ces manifestations vont être réprimées violemment par le gouvernement. Ce jour s'appelle le Vendredi Noir. Les ouvriers se sont joints au mouvement, et les partis de gauche également,
mais ce sont bien les islamistes qui vont réussir à fédérer les foules. De plus, Khomeini part en France pour faire des promesses disant qu'il va faire un État islamique modéré, qu'il ne va pas trahir l'accord avec l'Occident, tout ça. Mais comme on le sait tous, il a menti. En janvier 1979, à l'initiative du président Valéry Giscard d'Estaing, les présidents français, américains, anglais et allemands de l'Ouest se réunissent en Guadeloupe pour dire qu'ils vont laisser le Shah à son sort, malgré les promesses qui lui ont été faites. Le Shah va essayer de calmer les tensions, mais c'est déjà trop tard. Et le 1er avril 1979, le régime s'écroule et la République islamique d'Iran est fondée. Le Shah part avec sa famille en Égypte, où il y meurt un an plus tard d'un cancer. Khomeini prend le total pouvoir en purgeant tous ceux qui lui sont hostiles, même les communistes et anarchistes, qui pourtant l'ont aidé à prendre le pouvoir. Mais cette vidéo n'est pas entièrement consacrée à l'Iran, hein. N'oubliez pas, il y a l'Irak aussi. Alors l'Irak, je compte faire une vidéo sur ce pays, donc je ne vais être que bref. Alors il y a eu un roi, puis il n'y a plus le roi, il y a dictature, puis il n'y a plus dictature. À la place, il y a dictature, mais pire, puis Saddam prend pouvoir. Fin. Oui, je vous l'ai dit, ce n'est qu'un petit résumé, soyez patients pour la prochaine vidéo. Donc, Saddam et Khomeini, eh bien, ils viennent au pouvoir à la même année. Officiellement pour Saddam, hein, je tiens à le préciser. Donc, leur relation, eh bien, comment dire, ils se détestent. Car à peu près tous les opposent. Hein. Khomeini va faire une révolution islamique, Saddam vient d'un mouvement islamique, le Baas, dont je parlerai dans la prochaine vidéo. Khomeini est perse, Saddam est arabe. Khomeini a une barbe alors que Saddam a une magnifique moustache. Donc, beaucoup de choses les opposent. De plus, en Irak, il y a une majorité de musulmans chiites, alors que Saddam est sunnite. Et Khomeini appelle ces musulmans chiites à faire leur propre révolution et à renverser Saddam. Et la cerise sur le gâteau de sable, Khomeini dit ouvertement que Saddam est un suppôt des États-Unis et d'Israël. Saddam, détestant Israël, en a gros sur la patate et il va en découdre. De plus, il convoite un territoire. Il veut le déplacement de la frontière sur la rive orientale du Chat El Arab et avoir une plus grande influence sur la région du Bassora. Il convoite également des îles du détroit de Hormuz. Et il veut provoquer un soulèvement des Arabes de l'Arabistan, qui est ici. Comme l'Irak est plus puissante militairement que l'Iran, et que, en plus, eh bien, l'Iran s'est pris une révolution, et a subi des purges, ben, Saddam pense que la guerre serait rapide, hein. Sauf qu'il a sous-estimé les purges. Et bien que l'Iran soit moins puissant en termes de technologie militaire, il possède un truc incroyable durant une guerre, qui s'appelle des gens à envoyer au casse-pipe, hein, pour protéger la révolution islamique. Donc, Saddam déclare la guerre à l'Iran le 22 septembre 1980. Il avance avec son armée, mais se fait stopper. Et puis merde, c'est compliqué cette guerre. Il y a plein de gens qui se cassent la figure. Il y a les Kurdes, les islamistes, les opposants roméniens, les Kurdes islamistes. Et bon, c'est un vrai bourbier. Cette guerre va se transformer petit à petit en guerre de tranchées, avec énormément de morts. Et elle va se terminer 8 ans plus tard, avec, eh bien, pas grand chose de nouveau. Hein. Car la frontière n'a pas changé, et l'Irak est hyper endetté. Ce qui va déclencher une nouvelle guerre, la guerre du Golfe, dont on va aussi parler plus tard. Bon, merde, c'est ma chaîne YouTube, hein, je fais ce que je veux. Mais Saddam va quand même revendiquer la victoire. Pourquoi, me diriez-vous? Vous qui êtes si sage? Eh bien, car l'une des raisons de cette guerre était d'endiguer l'islamisme. Et après la guerre, la révolution islamique ne s'exporte pas en Irak. Ce qui est very good, Saddam. T'as gagné un bon point, cadeau. Après, on parle de la guerre, mais il existait une possibilité autre, qui est que le général Oveisi, ici présent, qui était le commandant en chef des forces armées impériales iraniennes, qui a survécu aux purges et s'est réfugié à Paris. Eh bien, ce général avait prévu de faire un coup d'état éclair, avec les derniers fidèles au Shah, pour renverser le gouvernement instable. Il avait du potentiel, mais il aurait fallu une seule chose, c'est l'aide de Saddam, qui a, dans notre réalité, préféré faire la guerre plutôt que de l'aider. Le coup d'état a alors monumentalement foiré. Mais imaginons, et si Saddam avait soutenu le coup d'état d'Oveisi, et qu'il l'avait aidé à consolider ce dit pouvoir, le monde serait bien différent du nôtre, n'est-ce pas? Le soldat Namdar se prépare, respire fortement comme avant chaque intervention qu'il a dû faire. Ce soldat qui assistait au déclin de son pays est à la fois excité et stressé. Il veut sauver son pays. Alors, il prend son parachute, l'avion qui le transporte lui et le reste de son escouade s'ouvre, et les soldats se mettent à sauter. Il fait encore nuit à Téhéran, quand Namdar arrive. L'opération est simple, il doit détruire un QG du corps des gardiens de la Révolution. Il entre discrètement dans le bâtiment alors que presque tous les gardes dorment. Il réussit à éliminer ceux qui sont debout,
L'opération est chirurgicale, et le moindre faux pas n'est pas toléré. En seulement 3 minutes, Namdar a fini d'éliminer ce QG. Pendant ce temps, les forces Procha bombardent le domicile de Khomeini qui ne survivra pas, ainsi que le palais présidentiel et le siège du gouvernement. Après cette opération, les soldats entament des combats dans la capitale contre les dernières forces islamistes. Et après de longues heures de combat, Téhéran est prise. La seconde étape du plan peut être mise en place. L'Irak envoie ses troupes en Iran, car bien que le gouvernement vient de s'effondrer, le corps des gardiens de la révolution est toujours là et mène une guérilla dans de nombreuses montagnes d'Iran. De plus, le peuple ne soutient pas vraiment le nouveau gouvernement. Alors, les forces irakiennes sont là pour combattre. La guérilla va durer très longtemps, car elle est très bien organisée. Pendant ce temps, le général Oveissi fait venir le fils du dernier shah, Reza Pahlavi, qui est en Égypte. Le gouvernement provisoire instaure une loi martiale sur les grandes villes pour contenir le peuple qui est mécontent. Imaginez, l'islam les a unis vers un ennemi, et maintenant, cet ennemi revient. Donc cela est fort compliqué. Après plusieurs répressions soutenues par Saddam Hussein, un gouvernement provisoire va avoir lieu, avec Reza Pahlavi et le général Oveissi qui en seront à la tête. À l'international, Reza Pahlavi va vouloir reformer un dialogue avec les Américains, car Khomeini est un fervent anti-américain et que l'Irak des Shahs était pro-Occident. Donc, le dialogue se renoue. Bien sûr, Saddam n'intervient pas pour rien et donc des négociations vont se faire. Saddam va vouloir récupérer certains territoires et fera pression sur le fait que si Oveissi refuse, alors il se retire du conflit. Donc il est fort probable que le nouveau Shah cède et après une longue guerre, de sûrement une année ou deux, les forces islamiques se réfugient en Afghanistan. Car si l'Iran est perdu, ils pourront combattre les soviétiques et ainsi faire un état islamique ici. Donc, 2 années se passent, les islamistes combattent en Afghanistan et reçoivent de l'aide américaine. Saddam a reçu ce qu'il voulait grâce à son moyen de pression. De plus, il s'est trouvé un potentiel allié en la personne de l'Iran, ce qui le rapproche des Américains, car l'ami de mon ami est mon ami. Saddam, n'étant pas ruiné après une longue guerre, peut se concentrer sur son pays et surtout sur le développement de la bombe atomique. Et nous testerons notre missile dans une semaine. Le bout est trop rond. Il faut qu'il soit plus pointu que ça. Rond, t'as pas les chocottes. Pointu, t'as les chocottes. Cette bombe, il va faire marrer tous nos ennemis. Car, durant la guerre Iran-Irak, Israël avait bombardé les installations irakiennes pour la recherche de l'arme atomique. L'Irak, n'étant pas ruiné et obligé de faire des crédits, n'a pas besoin d'envahir le Koweït. Bon, je sais que c'est plus compliqué que ça, mais c'est un résumé. Le fait de ne pas envahir le Koweït pour cette raison-là, je précise, ne provoque pas une guerre moderne que vous devriez peut-être connaître si vous êtes assez vieux. C'est la première guerre du Golfe, The Gulf War. Cette guerre fut catastrophique pour l'Irak, qui fut vaincu en peu de temps. Elle eut de lourdes conséquences, mais le fait qu'il n'y ait pas cette guerre, c'est vraiment bien pour l'Irak. Nous rentrons petit à petit au XXIe siècle, et le Shah est toujours là au pouvoir. Grâce à une aide des Américains, il put lentement reconstruire son économie jusqu'à s'imposer dans le Moyen-Orient. De plus, l'Afghanistan fut enfin unifié par un chef de guerre, le célèbre commandant Massoud, dit le lion du Panjshir. Après une longue guerre civile, il reçut de l'aide de la part de l'Iran du Shah et petit à petit réussit à vaincre l'opposition. Les talibans sont presque éliminés, seules quelques poches de résistance subsistent. Mais c'était plus qu'une question de temps. Après une longue résistance, un certain Oussama Ben Laden meurt tué par un soldat de Massoud. Il ne sera donc jamais connu comme le plus grand chef terroriste du monde. Les derniers islamistes se sont réfugiés au Pakistan, où ils ont pris une grande influence dans le pays, qui pourrait exploser en guerre civile. Quant à l'Irak, elle est une puissance majeure dans le Moyen-Orient. Grâce à la bombe atomique, personne ne veut chercher des noix au régime de Saddam Hussein, qui, d'ailleurs, commence à se faire vieux. Le monde est plus calme et paisible. Le Moyen-Orient n'est pas en rivalité continuelle. Les présidents américains sont, beaucoup moins interventionnistes. Et la paix semble enfin être une possibilité envisageable pour le monde. Jusqu'à ce que le Pakistan s'écroule et qu'une de ses armes nucléaires soit utilisée. C'était Miam Chronos. À vous revoir pour un prochain repas.